La fermeture du centre d'accueil des clandestins de Sangatte n'a pas résolu tous les problèmes. De nouveaux arrivants errent à travers Calais, d'autres ont squatté un gymnase de la ville. Retraite, la fin de l'exception pour les fonctionnaires. Les députés ont voté la nuit dernière la suppression du congé de fin d'activité qui leur permettait de partir avant 60 ans à condition d'avoir cotisé 37 ans et demi à la sécurité sociale. Les dangers de la classe économique en avion, immobilité, manque de place peuvent provoquer des thromboses sur les longues distances. À Londres, un premier procès met en cause des compagnies aériennes qui pourraient avoir des millions de livres à débourser. Madame, monsieur, bonjour. Avant-hier, avec quelques jours d'avance, le centre de la Croix-Rouge de Sangatte, qui accueillait les immigrés clandestins à destination de l'Angleterre, est officiellement fermé aux nouveaux arrivants. Mais le flot ne s'est pas tari pour autant. Et la nuit dernière, plusieurs dizaines de candidats à l'exil ont occupé un gymnase de la ville de Calais, et ceci sous l'impulsion d'un collectif regroupant un certain nombre d'associations politiques et des droits de l'homme. Bref, on peut avoir le sentiment que la fermeture du centre n'a fait que déplacer le problème. Zindine Boudaoud, Frédéric Bon, reportage. C'est la réponse de l'État. La police qui bloque tous les accès au gymnase occupé par près de 50 réfugiés. S'ils sortent, ils ne pourront plus rentrer. C'est le sort de cet Irakien, rejeté à la rue après avoir passé sa première nuit au chaud depuis son arrivée à Calais. Hier soir, les bénévoles de plusieurs associations passent à l'action. Ils prennent possession d'une salle de sport municipale en plein centre-ville. C'est l'heure de l'entraînement pour des enfants. C'est le temps du réconfort pour ces réfugiés. On a simplement voulu donner un toit à ces personnes. On a eu du mal à dormir la nuit dernière en sachant que des gens dormaient à la rue, sous la pluie. L'irruption des réfugiés n'a guère troublé les basketteurs en herbe de Calais. Ces immigrés sont épuisés, ils sont clandestins depuis 3 jours, depuis que l'accès au camp de Sangatte leur est interdit. Ils sont livrés à eux-mêmes, c'est la justification du coup de force des associations caritatives de Calais. Le maire communiste de la ville n'apprécie pas, mais il tolère l'occupation provisoire du gymnase municipal. Il ne fera pas appel à la police. Voilà pourquoi. La volonté du gouvernement français de ne pas respecter sa parole et de fermer le centre de Sangatte bien avant, est une trahison pour tous ceux qui sont dans la souffrance. C'est aussi le sentiment de ces hommes. Kurdes irakiens pour la plupart, leur but était de faire étape à Sangatte avant d'essayer de gagner l'Angleterre. Aujourd'hui, ils sont dans l'impasse, pris de court par la décision de l'État. L'action qui est dirigée par l'État consiste à décourager et à obstruer les circuits classiques de passeurs. Donc c'est destiné à l'intention des passeurs, pour qu'ils comprennent que le Calaisis ne constitue pas le passage obligé pour la Grande-Bretagne. Prisonniers des filières d'immigration clandestine, ces réfugiés sont désormais prisonniers des nouvelles mesures du gouvernement. Prisonniers à l'air libre. C'est une des informations de la nuit, c'est une des premières décisions importantes de la majorité qui donc la nuit dernière a voté la suppression du congé de fin d'activité pour les fonctionnaires français. À savoir un dispositif qui leur permettait de partir à la retraite avant 60 ans s'ils avaient cotisé 37 ans et demi à la sécurité sociale. En conséquence, dès le 1er janvier prochain, soyons précis, ces fonctionnaires devront justifier non plus de 37 ans et demi de cotisation, mais de 43 ans s'ils souhaitent se retirer avant 60 ans. Il n'existe que quelques exceptions pour les fonctionnaires nés avant 1946 ou avant 1944. Dans le privé, rappelons que le nombre d'annuités nécessaires pour partir à la retraite, en tout état de cause, est de 40 ans. En relation indirecte avec le problème des retraites, les salariés d'une entreprise de robinetterie et de tuyauterie du Havre, Trouvet et Cauvin, se sont livrés à un certain nombre de manifestations spectaculaires ces derniers jours. Ils réclament un véritable plan social pour leur entreprise en difficulté, dont la majorité des salariés est âgée autour de 50 ans. Martin Gouès, Sophie Laure. Parce que t'as du boulot, toi? Bah ouais. Opération péage gratuit sur le pont de Normandie. Les salariés de Trouvet et Cauvin veulent se faire entendre. Un plan social est en cours. La moyenne d'âge de cette entreprise de robinetterie industrielle est de 48 ans. Pas facile de se recaser. Dans la vie, on n'est pas foutu à cet âge-là et que j'ai encore fort envie de travailler et de prouver ce que je suis encore capable de faire. Je ne peux pas être retraité ni pré-retraité, donc ce qu'on attend beaucoup, c'est du plan social. Mais dans un plan social, la première porte de sortie, ce sont les pré-retraites. Âge légal de départ, 57 ans. Ici, il sera abaissé à 56.
Ça sera quand même pour un petit nombre d'entre nous la meilleure des solutions, même si nous n'obtenons pas beaucoup. Nous serons quand même avantagés par rapport à nos autres collègues, bien évidemment. Les plus de 50 ans n'ont souvent connu qu'une entreprise. C'est le cas chez Trouvé & Cauvin. Conséquence, un reclassement difficile par manque de formation. C'est beaucoup de gens qui ont été formés par Trouvé & Cauvin, donc qui sont toujours restés par Trouvé & Cauvin. Et c'est comme ça qu'on est rentrés de jeunes et puis on a été formés sur le tas. Alors que l'on parle d'allongement de la durée de cotisation, les quinquagénaires sont les premiers visés par les plans sociaux. La raison, ils coûtent cher. À 50 ans, heureusement, vous n'avez pas le même salaire qu'à 25 ans. Donc très souvent, c'est une question de coût. Et comme l'entreprise qui fait un plan social, c'est qu'elle va mal, elle essaie de se séparer de ceux qui lui coûtent le plus cher. Pas facile d'établir un pont entre la fin de carrière et la retraite. La France est aujourd'hui le pays d'Europe où les plus de 54 ans travaillent le moins. Problème d'emploi encore, la capitale de la chaussure française, Romans, est ville morte ce matin. L'une des entreprises les plus importantes du secteur, Stéphane Kellian, s'apprête à licencier près de 500 personnes. Depuis que le créateur a revendu à un groupe industriel international, la crise, plus une gestion lointaine, n'a rien arrangé. Amaury Guibert, Romain Potoki. Romans-sur-Isère, la capitale de la chaussure de luxe. Une capitale qui, pendant une heure, s'est donné des allures de ville morte. Rideau baissé pour les salariés de Kellian, l'une des plus importantes fabriques de la ville, en redressement judiciaire. Parce que 500 emplois sont menacés, Michel Beugin a elle aussi décidé de fermer boutique. La chaussure a vraiment sa place à Romans. La chaussure de luxe, il n'y a pas de problème. Normalement, ça doit vivre et il faut absolument se battre pour que Kellian continue. De Romans et ses environs, ils étaient plusieurs centaines à manifester. Dans le cortège, les salariés de Kellian, mais aussi beaucoup d'anciens de la chaussure. C'est le cas de Martine. Elle a travaillé 30 ans dans la même société, avant la fermeture, une de plus. Il y avait énormément d'usines de chaussures, même des petites usines de chaussures, qui ont toutes disparu maintenant. Voilà. Ça, c'est dur à accepter ? Oui, parce que pour les jeunes qui arrivent, et puis pour les jeunes et toutes les personnes qui travaillent encore maintenant. 75% des emplois dépendaient de la chaussure à la grande époque dans les années 70. Ils ne sont plus que 16% aujourd'hui. La concurrence étrangère a joué, mais pour beaucoup, c'est surtout une tradition familiale qui a disparu. Les choses se sont accélérées aujourd'hui à cause d'une concentration du capital dans un actionnariat qui est plus préoccupé par la rentabilité financière que par la culture du produit chaussure, comme l'était le patronat de la chaussure issu des familles qui avaient créé ces entreprises. Le tribunal de commerce a accordé un sursis de 6 mois à Kellian. Le temps peut-être de retrouver un repreneur pour que Romans reste la capitale de la chaussure. Qui, pourquoi, comment, autant de points d'interrogation. Les policiers de Poitiers n'ont pu que constater les dégâts ce matin. Un centre commercial aux abords de la ville a été en partie incendié. Y a-t-il un rapport ou non ? En tout cas, peu avant le début de cet incendie, un compteur électrique installé près du centre avait été détruit. Christophe de Valambra, Philippe Ritel. Les pompiers ont été appelés vers 2h30 du matin. Le centre commercial des Couronneries, une ZUP de Poitiers, est en feu. Ils sont dans l'autre côté. À la division. Il faudra environ 2 heures pour maîtriser l'incendie. 12 magasins ont été entièrement détruits. Ce matin, les commerçants tentent de sauver ce qu'ils peuvent. On a pu récupérer le carnet de rendez-vous, on a essayé de récupérer le disque dur, puis c'est tout. Tout est détruit ? Ouais, il n'y a plus rien. Plus rien. De nombreux habitants du quartier sont passés voir les dégâts. Le centre commercial, c'est le cœur de la ZUP, à la fois pratique avec ses magasins et convivial, un lieu de vie. Je connais les commerçants par cœur, ça fait longtemps que je connais. Et j'en ai la tremblote, quoi. J'allais bosser, quand moi aussi j'en pleurerais, quoi. Parce que la ZUP, c'est la vie, quoi. Donc, c'est ému. Et tout le monde se pose la question de l'origine de cet incendie, accidentel ou criminel. Plus tôt dans la nuit, les pompiers étaient déjà intervenus sur les lieux. Au coin de ce supermarché, un compteur électrique en feu, vandalisé. Les faits sont troublants, mais pour l'instant, aucune certitude. Je voudrais justement que cesse la rumeur, évidemment, qui consiste à dire que, évidemment, ça y est, cet incendie est d'origine criminelle. Nous ne le savons pas. Et aucun indice en ce moment ne va dans ce sens. Ce quartier est réputé très calme. Jamais d'incidents graves, confient les habitants. Les enquêteurs de la police sont au travail
pour identifier précisément les causes de l'incendie. Puis en région parisienne, explosion dans un pavillon de Montreuil ce matin, peut-être dû au gaz. En tout cas, les dégâts matériels sont importants et surtout 4 personnes ont été très grièvement blessées. Il pourrait y avoir d'autres victimes ensevelies. Aurélia Guillemin, Philippe Quiraud. Les effluves de gaz et la fumée rendent le travail des maîtres chiens difficile. Il faut pourtant évoluer rapidement, car sous les décombres, les pompiers redoutent encore de trouver une victime. Il était environ 9 h ce matin quand le petit pavillon a explosé. Les dégâts témoignent de la violence du choc. J'ai entendu un bruit d'air qui s'échappait. Je pensais que c'était un compresseur qui, au début, comme ils sont en train de refaire les trottoirs, qu'ils étaient en train de percer les trottoirs et quelques minutes après, c'était l'explosion. 4 personnes soufflées par l'explosion ont été très grièvement blessées. Une jeune femme qui se trouvait à l'intérieur et 3 ouvriers qui travaillaient à l'extérieur. L'explosion serait en fait due à une mauvaise manipulation. Une entreprise travaillait au profit de la ville pour l'éclairage public, semble-t-il, et qu'il perçait donc le trottoir juste en face du pavillon. Une conduite de gaz a été touchée et du gaz s'est répandu dans la zone. Les responsabilités devront encore être clairement établies, mais en attendant, une 60aine de pompiers sont toujours mobilisés sur place. Ils recherchent activement un intérimaire dont on est sans nouvelles depuis l'explosion. Et puis encore 2 morts, 7 personnes asphyxiées à Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône, victimes de la fumée d'incendie de leur appartement. Quelques heures plus tard, l'incendie d'une voiture volée, vous le voyez sur ces images, a pratiquement détruit l'ensemble d'une école maternelle. C'est tout un village auvergnat, Vic-le-Comte, qui s'interroge sur les raisons pour lesquelles une 50aine de ses habitants ont contracté une forme d'hépatite C, alors que rien dans leurs habitudes de vie ne les exposait à cette contamination. Didier Guyot, Philippe Fivet. C'est au mois d'août de l'année dernière que Georges a appris qu'il était atteint d'une forme d'hépatite C, rarissime en France, mais fréquente en Afrique. Et avec lui une 50aine de personnes du village, un taux anormalement élevé. À ce jour, nul n'est capable de leur dire pourquoi, un mystère lourd à supporter. On ne sait pas pourquoi. Premièrement, ça vous tombe dessus comme un cheveu sur la soupe, comme dirait l'autre. Et puis, on est tout le temps à douter. On ne sait pas où on va. Et c'est très important. Plus le traitement qui s'accumule là-dessus, il y a un moment où vraiment, c'est dur. Une enquête épidémiologique va donc être lancée auprès des malades. Opérations chirurgicales, transfusion, consommation de drogue, tout va être étudié. Il s'agit de savoir comment ils ont été contaminés afin d'éradiquer à tout jamais l'origine du mal. On essaie de remonter à la source par curiosité scientifique et parce que si une source était décelée et qu'elle soit encore active, on pourrait essayer de la tarir. Bonjour. L'association de défense des malades de l'hépatite C ne peut que se réjouir face à une telle enquête. En France, 1 million de personnes seraient atteintes de l'hépatite C. Beaucoup ont l'impression d'être dépestiférés. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas en parler. Ça, c'est un sujet tabou qu'il faut arriver à casser, pour nous et pour tout le monde. En Sicile, un village avait été contaminé par le rasoir d'un barbier. Ici, il se pourrait bien qu'un médecin qui a contracté la maladie sans le savoir en Afrique ait, lui, contaminé ses patients. Le phénomène n'est pas loin de gagner toute la France. Nos compatriotes adoptent de plus en plus des animaux bizarres, délaissant chats et chiens classiques. Ils se tournent vers les iguanes ou encore les serpents. Des animaux exotiques qui deviennent très vite embarrassants, encombrants. Leurs propriétaires se décident alors à les offrir à des zoos qui, à leur tour, sont débordés. Jacques Deveau, Michel Hiver. Ces 2 crocodiles du Nil ont été découverts à la porte du zoo de Pont-Scorff en Bretagne. Déposés par des propriétaires peu scrupuleux qui ont compris tardivement qu'en grandissant, ces 2 bestioles allaient ressembler à ça. C'est un animal en fait qui à taille adulte, pour les plus grands mâles en fait, va aller jusqu'à 6 mètres pour à peu près 1 tonne. Donc qui a en plus de gros problèmes à l'heure actuelle en Afrique avec des populations de crocodiles du Nil qui posent de plus en plus d'accidents avec des villageois, notamment des enfants qui se font tuer assez régulièrement. Presque toutes les semaines, le zoo de Pont-Scorff accueille un de ces nouveaux animaux de compagnie. Tortues, perroquets, iguanes, pitons. Ils ont fini par lasser leurs propriétaires qui s'en débarrassent en les cédant aux zoos. Aujourd'hui, hélas, le marché au niveau du reptile est de plus en plus important parce que c'est toujours très intéressant de montrer à son voisin qu'on a quelque chose qu'il n'a pas. Et ça devient très dangereux. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un appel un peu à toute la population pour éviter d'acheter ce type d'animaux qui, quelque part, n'a rien à faire chez le particulier.
Car on ne se décrète pas éleveur. Ces animaux sont difficiles à nourrir et surtout ils deviennent vite envahissants. Ça demande des installations en fait, assez importantes au niveau du chauffage et faut pratiquement consacrer une pièce pour des animaux comme ça. Des espèces interdites à la vente et qui pourtant arrivent en France. Souvenirs de voyage, achats dans des pays moins sourcilleux, difficile de lutter contre le trafic. Alors c'est l'amateur qu'il faut convaincre. Le boa constrictor n'a rien à faire en Bretagne. Le ministre de l'Intérieur, Nicolas Sarkozy, a confirmé ce matin que les récentes arrestations d'islamistes effectuées à Marseille ou encore à Lyon étaient en rapport malheureusement avec l'organisation terroriste Al-Qaïda. On est désormais à peu près sûr que l'attentat contre la synagogue de Djerba en Tunisie, c'était en avril dernier, est bien l'œuvre du réseau et probablement d'un islamiste tunisien dont la famille vit à Lyon et est actuellement interrogée par la police. Bref, la menace est toujours bien réelle et bien présente. Patrick Fondio, Patrice Hacher. Il avait déjà eu affaire à la justice. C'était en avril dernier. Waïd Nawar était en rétention sans permis de séjour en France. Depuis 4 jours, il est en garde à vue dans l'enquête sur l'attentat de Djerba, soupçonné d'avoir aidé Nizar, son kamikaze de frère. Un frère qu'il défendait à l'époque. Il n'y a pas une preuve que c'est vraiment Nizar qui a fait ça. C'est les gens qui parlent, les infos qui disent ça. Bon, c'est vrai, la dernière fois qu'il l'a appelé, c'était le 5 avril. Il a appelé sa maman, il a discuté avec elle. Il lui a demandé qu'il vienne nous visiter en France. Il a fait « Ouais, un de ces jours, je vais passer ». Le téléphone satellitaire que son frère utilisait, c'est pourtant lui qui l'avait acheté dans ce magasin parisien. 1829 €. Un appareil du même type que celui des membres présumés d'Al-Qaïda en Afghanistan. Ce téléphone satellitaire, Waïd l'avait expédié à son frère kamikaze en Tunisie. 40 minutes avant l'explosion dans la synagogue, le terroriste l'utilise. Il appelle Karachi pour obtenir le feu vert de l'opération. Son interlocuteur, Khaled Sheikh Mohammed, un Koweïtien qui dirigerait dans la mégapole pakistanaise une cellule d'Al-Qaïda chargée d'organiser les attentats dans le monde. Il est recherché par le FBI depuis plusieurs années. À Lyon ce matin, les membres de la famille du kamikaze de Djerba sont toujours en garde à vue. Son frère devrait être présenté au juge dans les prochains jours. Et par ailleurs, Al-Qaïda a également revendiqué l'attentat de Bali au début du mois d'octobre qui avait fait, je vous le rappelle, 190 morts. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'apprête enfin à voter une résolution américaine sur le désarmement de l'Irak. Un texte ferme mais qui a désormais l'accord de la France dans la mesure où toute difficulté pour les inspecteurs des Nations Unies n'entraînera pas automatiquement une offensive militaire. Les Nations Unies seront alors à nouveau consultées. Hervé Guéquière, Philippe Jasselin. La guerre est provisoirement à éviter, mais la paix est loin d'être garantie. C'est ce qu'ont appris ce matin les habitants de Bagdad. Pourtant, même si les États-Unis font un peu marche arrière, même si Washington doit temporiser et accepte le processus de l'ONU, ici on pense toujours que les Américains veulent frapper. Les Américains veulent la guerre de toute façon. Mais j'espère qu'avec l'aide de Dieu, elle n'aura pas lieu et que le droit triomphera. J'ai entendu à la radio que la France était plutôt à nos côtés. Il faut que ça continue. George Bush, lui, reste ferme mais semble plus détendu. Cette fois, c'est certain, les États-Unis ne s'engageront pas seuls sur la voie de la guerre. J'ai pris la décision de m'en remettre aux Nations Unies parce que je veux agir de façon pacifique. Je veux que Saddam Hussein désarme, nous sommes en train de travailler pour cela. Jacques Chirac, hier en Italie, était satisfait de l'accord enfin trouvé avec les États-Unis. Pour Paris, 8 semaines de négociations intenses afin que Washington accepte d'en passer par les Nations Unies. Mais le président français s'empresse également d'avertir Saddam Hussein. Ce sera alors naturellement à l'Irak de comprendre que cette chance est en réalité une dernière chance, qu'il lui appartient de la saisir, ça c'est sa responsabilité, mais la chance de la paix aura été sauvegardée. Cet après-midi, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait voter la résolution américaine. L'Irak aura alors 7 jours pour l'accepter et 30 jours pour présenter une liste exhaustive de tous ses programmes militaires. Les Chinois sont des pragmatiques. Le pays s'ouvre largement au capitalisme, mais c'est toujours le Parti communiste qui dirige ce pays d'1,5 milliard d'habitants. Le 16e congrès du PC s'est ouvert ce matin à Pékin. Le président Jiang Zemin doit passer la main en présence de 2000 congressistes qui observent toujours un cérémonial impressionnant. Philippe Rochaud, Sylvain Guillaume, reportage.
Pas une seule force de la police ou de l'armée qui ne soit mobilisée pour la sécurité du 16e congrès du Parti communiste. Pékin a fait le ménage dans tous les sens du terme. Le pouvoir veut empêcher toute forme d'opposition, chômeurs du Liaoyang, sectes opprimées ou victimes du sida, de venir troubler l'ordre public à cette occasion. Et la ville a été vidée en partie de ses travailleurs migrants. C'est qu'il faut assurer la sécurité des 2114 délégués communistes venus de toute la Chine et représentant l'armée nationale, les provinces et les 56 minorités ethniques comme les Hui, les Miao ou les Yi, ou encore les entreprises chinoises et leurs travailleurs venus des régions les plus reculées du nord-ouest de la Chine. Ça, c'est la médaille du travailleur méritant pour les affaires du parti. Ça, c'est celle de l'honneur des femmes du drapeau pour le 8 mars. Et ça, celle du travailleur modèle. Les hommes doivent changer après ce congrès, mais le rite des assemblées du parti est immuable. Le numéro 1 chinois, Jiang Zemin, explique ici sa théorie des 3 représentativités. La culture, le peuple, la production, mais laisse entendre aussi qu'il garderait le poste clé de chef des armées. Normalement, il doit confier les rênes du pays à cet homme, Hu Jintao, un jeune du bureau politique qui a montré sa fermeté pendant les émeutes de 89 au Tibet, mais la lutte pour le pouvoir n'est pas terminée. Officiellement, ce congrès marque le départ de la 3e génération des dirigeants communistes, mais il serait naïf de penser que ces hommes ne vont pas continuer d'agir en coulisses. Le fonctionnement du pouvoir en Chine ne changera guère avec cette grand-messe. Les compagnies aériennes sur le banc ou la banquette des accusés à Londres, une 60aine de parties civiles, des familles de passagers qui s'estiment victimes du syndrome des vols longue distance. Je m'explique. En effet, ces derniers temps, on a enregistré une succession de cas de thrombose qui peuvent se révéler mortels. Ces symptômes sont apparus sur des passagers de vol longue distance, au-delà de 4 heures, coincés sur leur siège sans bouger. Si jamais l'exiguïté des places en classe économique était reconnue comme la raison de ces cas, eh bien les compagnies aériennes auraient du mourant à se faire et des millions d'euros ou de dollars ou de livres à débourser. Londres, Laurent Boussy. C'est un procès qui, il y a quelques années encore, n'aurait certainement pas attiré l'attention des médias ou du grand public. Mais la multiplication des vols long courriers et l'explosion commerciale des vols charter ou bon marché ont rendu ce qu'on appelle le syndrome de la classe économique trop important pour être ignoré. Depuis hier donc, devant la Haute Cour de justice de Londres, une 60aine de familles ou de passagers présumés victimes du dit syndrome demandent que soit établi un lien entre les vols long courriers et l'apparition de thrombose, c'est-à-dire de formation de caillots de sang dans les veines ou les artères. C'est comme ça qu'est morte la femme de David Percy pendant un vol entre Londres et Dallas, au Texas. C'était un vol long courrier normal. Nous avions déjà pris 3 longs courriers cette année-là. À l'arrivée, ma femme s'est effondrée entre les sièges. Elle a tout juste eu le temps de dire mon nom. Elle a été déclarée morte en arrivant à l'hôpital de Dallas. Autre cas, Emma, 28 ans. Elle est morte après un vol de 20 heures vers l'Australie. Pour ses parents, la compagnie aérienne qui savait qu'en moyenne un passager de vol long courrier meurt chaque mois en Grande-Bretagne est responsable de ce décès. Nous ne pouvions pas croire ce qu'il nous disait. Comment les compagnies aériennes pouvaient-elles laisser les gens partir tout en sachant qu'il y avait autant de morts? Nos cœurs sont brisés. On pourrait comme ça multiplier les exemples. 28 compagnies aériennes sont citées au procès de Londres et si la justice britannique reconnaît un lien direct entre le syndrome de la classe économique et les vols long courriers, elle ouvrirait la voie à des millions de livres de dédommagement. Ce procès pourrait aussi ouvrir la voie à des milliers d'autres plaintes. C'est la crainte des compagnies aériennes qui recommandent maintenant à leurs passagers des vols long courriers de ne pas boire d'alcool, de faire quelques exercices et de porter des vêtements amples. Quant à British Airways, elle a déjà indiqué qu'elle refuserait le versement de toute indemnisation. Ainsi donc, une position assise inconfortable et prolongée dans un avion ou ailleurs peut donc provoquer un certain nombre de troubles allant jusqu'à la thrombose, c'est-à-dire la formation de caillots de sang entraînant une mauvaise circulation dans les jambes. Explication d'un spécialiste et puis aussi quelques conseils. Gilliane Barret, Hélène Vergne et Thierry Breton. Un salon forme et santé à Paris, porte de Versailles. Tout ce que vous voulez savoir sur ce qu'il faut faire selon les âges pour rester en forme. Placé sous le patronage de l'Ordre des médecins, vous trouverez sur place tous les moyens de vous faire dépister, ausculter, conseiller, etc., etc. Parcours du salon en compagnie d'une visiteuse qui en profite pour réaliser un check-up complet. Sophie Rodier et José Boulestex.
Une journée marathon attend Caroline. Son objectif, faire un check-up complet en un minimum de temps. Je vais faire pour l'estomac, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus le nom, des trucs pour mammographie, échographie, et je veux aussi voir pour mes yeux s'ils sont bien, et je veux voir ce que je peux faire, le maximum d'examens. Je vais poser une question. Première étape, le dépistage du cholestérol. À 56 ans, elle n'est pas malade, mais elle a besoin de se rassurer. En 3 minutes, c'est la lecture du diagnostic par un médecin. Non. Ah, je suis tranquille alors. Plus les gens sont hyper tendus, ont du diabète, ont des problèmes, sont âgés, ont des problèmes cardiaques ou dans leur famille, souvent ce sont des gens qui ne consultent pas et effectivement ils ne peuvent pas savoir s'ils ont un cholestérol élevé. Sa sexualité, moi ça ne m'intéresse pas ça. C'est vraiment ridicule. Hein. Caroline préfère donc continuer son bilan médical. Deuxième étape, c'est le test de vue et elle croit bien qu'elle en a besoin. Au loin, je ne vois pas auprès et là j'ai les yeux qui brûlent et ça me démange et je vais profiter de passer aussi ça. Là encore, test concluant, mais tout le monde n'est pas comme Caroline. Un tiers des personnes sont mal corrigées en France. Sa journée est encore longue. Elle reviendra peut-être demain pour finir son check-up. Noël en novembre, alors quoi faire en décembre? Depuis hier soir, en effet, les grands magasins parisiens se sont illuminés avec près de 2 mois d'avance. On a l'impression que les commerçants, partout d'ailleurs, anticipent de plus en plus. Pourquoi? Reportage Elisabeth Esley, Alain Locatio. Le coup d'envoi a été donné hier soir dans le quartier Haussmann par les Galeries Lafayette avec de grands moyens. 7 km de câbles, 150 000 ampoules, 3 semaines d'installation pour transformer le magasin en cathédrale. Les vitrines aussi sont déjà en fête. Ici, au printemps, tradition oblige, les marionnettes sont au rendez-vous. Jusqu'en janvier, elles vont faire rêver entre 60 000 et 100 000 personnes par jour et en faire entrer quelques-unes dans le magasin. C'est évident que les gens sont poussés à rentrer et vont dans le rayon jouets et on se rend compte en fait des ventes sur les jouets qui sont exprimés en vitrine, sur nos mascottes. Dans les rayons, l'installation tire à sa fin. Tout sera prêt ce week-end. Les commerçants sont obligés de s'y prendre de plus en plus tôt. Les fabricants communiquent relativement tôt, ce qui fait qu'entre nos propres catalogues, nos propres sélections et les publicités des fabricants, les enfants sont sensibilisés très tôt. La liste, c'est pas dire, ça fait déjà un mois qu'ils la font progressivement et puis petit à petit on note les idées qu'ils nous donnent et puis on synthétise la liste un peu nous-mêmes. J'ai peur qu'après il y ait moins de choix et avec juste raison. Les gens s'y prennent à mon avis de bonne heure. Le choix sans la cohue, les clients de novembre sont des sages. Mais jusqu'à Noël, la fréquentation des magasins va bien sûr être progressive. Rien ne pourra l'empêcher de culminer à partir du 15 décembre. À l'occasion de son 2000e numéro, le journal pour enfants Mon Quotidien a demandé à ses lecteurs âgés de 9 à 12 ans de choisir les mots qu'ils préfèrent ou qu'ils détestent dans la langue française. Le résultat, Laura Kiatowski, Laurent Hainaut. À 12 ans, les mots, on les aime gros. Merde. On les aime longs. En tout cas, on les aime. Et c'est pour ça que le journal Mon Quotidien a voulu répertorier le vocabulaire de ses lecteurs. Mot préféré, la crâneuse. Un mot déjà démodé selon ses élèves de 6e. Maintenant, tu te la racontes. Tu te la pètes, tu te la racontes, tu te la béflantes. En fait, on parle en verlan, nous, carrément. On parle en verlan. Oui, mais voilà, chez les lecteurs du journal, pas un mot de verlan. Plutôt du très conventionnel. Bonbon, papa, maman, télé, ça, on aime. Les épinards, les araignées ou rangées, pas du tout. Les enfants n'ont pas du tout envoyé des mots beaux à la Bernard Pivot, genre, je sais pas, brouhaha, des mots qui sonnent bien, mais tous des mots qui ont du sens. Donc ça, je pense que c'est révélateur de la lucidité des lecteurs de Mon Quotidien, qui regardent la télévision, qui regardent le journal télévisé. D'ailleurs, dans tous leurs mots détestés, il y a beaucoup de mots relatifs aux attentats, à la guerre, aux accidents, aux catastrophes. Être mort? Ah oui, c'est horrible d'être mort. En tout, 1500 réponses d'enfants ont été dépouillées et elles indiquent que les jeunes lecteurs sont finalement assez peu influencés par leur environnement. Certes, on retrouve bien quelques titeufs ou webcams,
Mais ce que l'on remarque surtout, c'est que quelle que soit l'époque, à 12 ans, on est encore un peu dans l'âge bête. Embrasser les garçons dans les mots préférés. Parfois ça dure. Au salon philatélique d'automne qui se tient à l'espace Champéret à Paris, des timbres rares mais aussi des timbres personnalisés. C'est un marché porteur du courrier expédié avec la bobine de vos enfants, la vôtre, de vos petits-enfants ou encore de votre chien. C'est possible aujourd'hui. Antoine Cormery, Jean-Louis Melin. Avant, pour avoir son effigie sur un timbre, il fallait avoir quelques titres de gloire. Mais aujourd'hui, tout le monde peut avoir son timbre. Même Tom, une semaine, 3,2 kg. Je vais prendre votre photographie, on va scanner. Et maintenant, on va avoir un aperçu réel avec un timbre meilleur vœu. La photo a été traitée. Maintenant, vous avez une planche de 10 timbres poste personnalisés. L'idée du timbre personnalisé avec photo vient d'Australie. Elle a été reprise en Belgique, en Angleterre et en Suisse avant d'arriver en France. La Poste mise beaucoup sur ce nouveau marché très tendance pour redonner un coup de jeune à la philatélie. On a constaté qu'en permettant au timbre d'être porteur d'un message, il y avait de plus en plus de gens. Et on a environ une vingtaine de % de gens qui nous ont dit qu'ils avaient eux envie d'écrire davantage simplement parce que le timbre devenait porteur de leur message. Donc le timbre, outil moderne de communication, c'est ce qu'on a voulu démontrer, mais je crois qu'on n'est pas loin d'y arriver. Aujourd'hui, il faut obligatoirement aller dans un salon philatélique comme celui qui se tient à Paris pour avoir un timbre avec la photo de l'être aimé. Mais dès l'année prochaine, on pourra commander par Internet. Côté finance, il en coûte 9,20 € par planche de 10 timbres personnalisés. C'est 2 fois le prix normal et certains trouvent que la Poste pousse un peu. J'estime que c'est vraiment du marketing pur et dur. Je ne pense pas qu'un philatéliste, disons, sérieux va se lancer dans ce style de photo personnalisée, de timbre personnalisé. Ça n'a aucun intérêt, disons, par rapport à l'histoire du timbre poste. La Poste vise aussi le monde de l'entreprise avec bientôt des logos sur les timbres. Notez bien que l'idée n'est pas nouvelle. Déjà avant-guerre, la pub s'invitait sur le courrier. À Cherbourg maintenant, dans l'ancienne gare maritime, vente aux enchères d'objets rares provenant d'une centaine de paquebots, du mobilier, de la vaisselle. La vente commence cet après-midi. Alain Doubeski, Mathieu Drejoux. Il pleut sur Cherbourg. Imperturbables, les pêcheurs lancent leur ligne à l'endroit exact où accostaient, il y a encore quelques années, les plus grands paquebots du monde. Les passagers empruntaient cette galerie pour embarquer. Mais avant cela, dans le grand hall de la gare maritime transatlantique, ils avaient effectué les formalités d'embarquement. Gérard Boucher, un fou de paquebots, présente dans ces lieux prestigieux les 830 objets qu'il a rassemblés. Ils sont tous à vendre. Les plus grands affichistes de l'époque sont présents à travers leurs œuvres. L'exposition est une invitation à la flânerie, depuis le pont supérieur avec ses transats jusqu'au grand salon. Les curieux, les amoureux de petits souvenirs trouveront des objets parfois insolites, tels ce menu pour chiens gâtés. Voici. Alors je vous lis la gâterie de l'Île-de-France, haricots verts, poulet haché, riz nature, arrosé de jus de viande et de biscottes en poudre. Bon appétit. Plus de 100 paquebots sont représentés ici à travers ces objets. Les compagnies maritimes avaient toutes leurs emblèmes qui ornaient la vaisselle, l'orfèvrerie. Pour le Normandie, c'était le sigle CGT. Il y avait un art de vivre à la française. Les bateaux français n'étaient point les plus rapides, mais il y avait un art de vivre. C'était les plus belles tables flottantes du monde. Tous ces objets seront vendus dimanche 10 novembre. Cette dame n'achètera pas la table qui lui plaît pourtant tellement. Moi, je trouve ça superbe. Elle est trop chère. Vous allez acheter quelque chose quand même ? Je vais essayer. Je vous dis, j'ai mis une offre d'achat pour une paire de verres à whisky. C'est pas tout à fait la même chose. Pas tout à fait, non, mais c'est un souvenir quand même. Dimanche, pendant la vente aux enchères, une ligne directe reliera la Cité de la Mer de Cherbourg à Los Angeles, aux États-Unis. Cette vente intéresse également les Américains. Et on reste au bord de la mer, puisqu'on est à la veille des premiers départs dans la course, la route du Rhum, la course à la voile entre Saint-Malo et la Guadeloupe. Ce matin, sur les quais du bassin Vauban, où sont amarrés les bateaux, ceux qui resteront à terre admirent les marins qui vont partir, et parmi eux,
Parmi eux, le doyen, l'anglais Mike Birch, 71 ans. Christophe Duchiron, Catherine Bazy. Ce matin à Saint-Malo, l'ambiance était à l'eau, au parapluie et à l'appareil photo. Aux curieux en ciré qui défilent et se mouillent derrière les barrières pour apercevoir les marins de la route du Rhum. Sous l'averse, il y a deux mondes. Ceux qui aiment le soleil crient au sale temps, ceux qui sont du coin savent pourquoi la pluie tombe. Attention, le petit bateau va sortir. Ah bah, ça c'est quand c'est les grandes marées, c'est souvent comme ça par ici. Hein. Ah oui. La pluie, le vent, on est souvent ballottés. Hein. C'est rien de le dire, mais côté public, quand on parle des navigateurs, les compliments tombent autant que la pluie. C'est pas à la portée du premier venu, hein. C'est au niveau de la Formule 1. Il y a combien de chauffeurs qui ont le permis de conduire dans la poche et il y en a combien qui conduisent des Formule 1. C'est à peu près le même rapport, hein. À l'abri des gouttes, dans un grand hôtel de Saint-Malo, conférence de presse. Mike Birch est au départ de sa 7e route du Rhum. Cet homme incarne à lui tout seul une partie de l'histoire de la course. Il a gagné la première épreuve en 1978. 98 secondes d'avance sur le Français Malinowski. Depuis, il n'a jamais manqué une édition. Pour moi, ça a été quelque chose de spécial. Comme je le disais à quelqu'un hier soir, si j'avais été deuxième et Malinowski premier, je ne serais pas là aujourd'hui. À 10h ce matin, il y avait réunion de parrains. Une grande partie des skippers de la course sont venus pour parrainer le monocoque de Mike Birch. Philippe Monet a cassé la bouteille de champagne au deuxième coup. Baptême pluvieux, marin heureux. Avec sa dégaine d'adolescent, malgré ses 71 ans, modeste et sympathique, en le voyant on s'interrogeait, cet homme sera-t-il un jour à la retraite ? À la veille des cérémonies du 11 novembre 1918, marquant la fin de la Première Guerre mondiale, un livre de photos, 400 au total, une collection véritablement exceptionnelle qui appartenait à un modeste sous-officier muté sur le front des Vosges. Cet ouvrage est particulièrement émouvant car ce photographe s'est surtout intéressé au regard de ces poilus confrontés aux horreurs de la guerre, d'où le titre paru chez Larousse, Un regard sur la Grande Guerre. Gérard Dalmaz et Hervé Pozzo. Album de famille hors du commun. Les combattants de 14-18 dans les Vosges par un membre de cette famille, le sergent Marcel Felzer, ingénieur électricien des tranchées, observateur et photographe amateur. Pendant 4 ans et demi, les combats des Vosges sont un peu les oubliés du front de 700 km. Pourtant, avec en plus le froid jusqu'à moins 40, c'est l'un des secteurs impitoyables. Sauvés récemment, par hasard, 400 photos inédites, 400 miracles d'humanité dans un océan de désespoir. Au fond, c'est un spécialiste du regard, hein, ce Marcel Felzer. Lui, il passe son temps à regarder les lignes adverses pour pouvoir repérer les fils électriques, faire passer ses propres fils électriques. Il surveille, il photographie, il regarde au périscope, à la longue vue, à la jumelle. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est forgé, au fond, son propre regard hein, sur les lieux de combat. De la tendresse pour les visages de détresse au regard mélancolique et fatigué. Dignité, pudeur, affection, un hommage aux copains inconnus, à jamais anonyme. Seule consolation, le courrier, l'arrière, le paradis des femmes et des rares permissions. L'arrière qui mesure mal la tragédie de ces hommes jeunes sans espoir. À travers tranchées gelées, ruisseaux de boue, Marcel Felzer témoigne avec ses photos excellemment composées. La plus belle, à mon avis, c'est celle-ci. Voilà, je trouve que c'est la plus belle photo de soldats que j'ai jamais vue de ma vie. On a leurs yeux dans nos yeux, ces yeux pleins de fatigue, d'épuisement même. Et en même temps, c'est des hommes qui nous font face, vraiment au sens plein du terme. Dans nos yeux, ils sont des victimes, mais à leurs yeux, ils ne sont pas des victimes, ce sont des acteurs de ce qui se passe, ce qui est en train de se passer. C'est une photo, je trouve, parfaitement représentative de ce qu'étaient les soldats français de la Grande Guerre. Le No Man's Land n'était parfois que de quelques mètres entre lignes adverses, d'où ces forêts hachées et ces terres déchirées par le martèlement d'acier. Pourtant, grâce à son vélo, Marcel Felzer a continué à photographier sa guerre, surtout ceux qui tiennent pour aller au bout du chemin. On se quitte sur ces images. Dans un instant, la météo, Nathalie Riouet, le point route, Valérie Maurice. À 20h, Béatrice Schoenberg. Je vous souhaite un excellent week-end du 11 novembre.
de félin et calme déstabilisant. Retrouvez l'inspecteur d'Eric dans un instant. On s'en va? Oui, oui. Nous avons entendu des choses étonnantes, n'est-ce pas? Envie de finesse? Savourez la volupté des recettes, les dégustations de Lindt. Excellence extra fondant, noix de macadamia, crème de noisette. Lindt, la passion de la finesse. Jusqu'au 26 novembre, c'est la fête de la soupe Knorr, avec plus de 50 recettes. Et oui, plus de 50 recettes de soupe Knorr à découvrir. 3 € vous seront remboursés. Alors appelez vite le 0800 103 103. Knorr, j'adore. Le matin, au réveil, j'adore. Dès que je monte dans ma voiture, je ne pense qu'à ça. Mes parents, c'est toute la journée qu'ils écoutent RFM. RFM, le meilleur de la musique. On vous aime naturel. Surtout ne changez pas. Garnier Belle Color, la seule coloration qui associe des germes de blé à des colorants subtils pour respecter les contrastes naturels de vos cheveux et oublier vos cheveux blancs le plus naturellement du monde. On vous dira que vos cheveux sont plus beaux qu'avant, mais certainement pas que vous les avez colorés. La couleur aussi vraie que nature, Garnier Belle Color. Garnier. Avec le temps, s'affirment tous les goûts du comté. Voilà pourquoi Brie Délice allège ses desserts, mais pas trop. Manger trop régime? Ça me fait un peu cet effet-là. Alors que chez Brie Délice, il y a une crème caramel aux œufs tout frais. Pour juste 2% de matière grasse. Bon, 2% c'est rien du tout. Mais pour le goût, ça change tout. Brie Délice allège tout, sauf le goût. Les ronflements gâchent vos nuits? Voici Douce Nuit. Enfin un traitement buccal contre la cause des ronflements. Grâce à ses liposomes, Douce Nuit empêche les vibrations des tissus toute la nuit. Pour se procurer Douce Nuit, demandez-le à votre pharmacien. Douce nuit, ronfler, ça suffit. Satisfait ou remboursé? Si c'est pas des hauts gars, j'en veux pas. Le plus bel âge pour profiter de la vie? Le mien. Pour les peaux matures, L'Oréal crée Edge Perfect. Premier soin réhydratant anti-relâchement aux dermopeptides. Il redynamise les cellules pour resserrer le maillage de la peau. C'est l'action anti-relâchement d'Edge Perfect. Ma peau est plus ferme. Elle ne fait pas son âge. Pour les peaux matures, Edge Perfect de L'Oréal Paris. Parce que tu le vaux bien. Découvrez aussi la première ligne de démaquillant défatigant Edge Perfect. France 2 vous donne rendez-vous avec Richemont la raclette. Ce soir, dans votre soirée de polar, quand les enfants jouent au voleur, la PJ s'occupe de remettre de l'ordre. Fais voir ce que t'as dans ta banane. C'est un patron qui les oblige. Où vous habitez, la Teresa? Non, non, salé. C'est qui ces gosses? Des orphelins de la rue? Puis c'est aux avocats et associés de tirer leurs clientes d'un mauvais pas. C'est ce que vous avez toujours voulu savoir sur Geneviève Labrune. Je suis sûre que si j'avais été anonyme, il m'aurait laissé repartir. J'en fais mon affaire. Je vous demande de faire le maximum. Les inédits de PJ et avocats et associés, suivis des débuts d'Héloïse Rome, ce soir sur France 2. La peau qui se ramollit, ce n'est pas joli joli. Garnier Synergie Lift, le nouveau soin de jour liftant raffermissant. Toute la puissance des essences de cerise et du gingembre pour redonner du ressort à la peau. Plus ferme, plus élastique, elle se retend. Plus rebondie, elle se déride. Et ça remonte le moral. C'est prouvé et constaté sous contrôle dermatologique et par moi. Garnier Synergie Lift, le ressort de votre peau. Garnier. Question fenêtre. Avant, il y avait K. Maintenant, il y avait K. Fenêtre VK. Maintenant, il y avait K. Pour votre appareil dentaire, pourquoi n'utilisez-vous pas une crème adhésive? Pas besoin. Mon appareil tient bien. Puis ces personnes ont essayé Fixodent.
Pour m'aller, il me va. Tranquille. Incroyable. Il me va mieux. Avec Fixodent, les appareils adhèrent encore mieux. Ça prouve seulement que tant qu'on n'essaie pas, on ne sait pas. Fixodent, et la vie a du mordant. France 2 présente Promenade de santé avec Fridor. Bonjour, aujourd'hui un promenade de santé tout en douceur. Peut-on arrêter de manger du sucre? Je ne pense pas. Très probablement qu'on en mange trop, mais je crois que ça fait partie des aliments indispensables. Si on ne mange pas assez de sucre, je pense qu'on a rapidement un coup de pompe. Il vaut mieux en manger un peu, surtout en fin de journée. J'aimerais bien, oui, non, mais je pense vraiment qu'on peut s'en passer sans problème. Bien sûr qu'on peut arrêter la prise volontaire de sucre. Aucun problème à ne plus sucrer son café, ni les fraises, ni rien du tout. D'ailleurs, freiner sur le sucre, c'est même le meilleur moyen d'entamer un régime sans que cela soit préjudiciable pour la santé. En effet, aucun risque d'en manquer puisque le sucre est présent dans les aliments naturels comme les fruits et dans notre alimentation occidentale qui en regorge, notamment avec les sucres lents, les pâtes, le riz, les pommes de terre et le pain. Alors vous l'avez compris, sans excès de sucre, la vie a de jolies formes. Prendre sa santé à cœur, c'était Promenade de santé sur France 2 avec Fridor. Bonjour à tous, ambiance parapluie et cirée au programme de ce long week-end du 11 novembre. Nous avons une nouvelle perturbation qui devrait aborder le Grand Ouest dans les heures à venir, si ce n'est déjà fait, et elle va donner d'abondantes précipitations. La voici, et ces pluies vont se décaler progressivement vers l'est. Ça nous donne pour cet après-midi des pluies modérées de la Bretagne jusqu'au nord et à la Picardie, associées à des vents localement violents, rafales jusqu'à 90 km/h. Vent fort également dans les terres, des pluies un peu plus faibles dans la partie sud de cette perturbation. Ailleurs, c'est de la grisaille, des chutes de neige sur les Pyrénées, mais du soleil autour de la Méditerranée. Un soleil toutefois voilé, un peu de tramontane, avec des rafales jusqu'à 80 km/h. Les températures prévues pour cet après-midi comprises entre 8 et 16 degrés. Ce sont des températures de saison. La suite pour samedi matin, avec cette perturbation toujours active qui va se décaler vers l'est, vers le sud-ouest. Chute de neige en montagne, vent fort, attention dans les terres, rafales jusqu'à 80 ou 90 km/h. Beaucoup de vent également près des côtes. Vous le voyez à l'arrière, de timides éclaircies vont revenir, mais c'est tout de même, ce sont les averses qui vont dominer. Et puis autour de la Méditerranée, eh bien, de belles éclaircies vont régner. Mais attention, les vents vont se renforcer pour atteindre à nouveau des pointes jusqu'à 100 km/h en ce qui concerne la tramontane. Vous le voyez dans l'après-midi, pas d'amélioration, toujours de la pluie sur la plupart des régions. En ce qui concerne les températures au lever du jour, comprises entre 2 et 13 degrés. Dans l'après-midi, des températures en hausse, 11 à 18 degrés. Un rapide coup d'œil pour dimanche avec de la pluie un peu partout, sauf près de la Méditerranée. Grande douceur des températures. Et lundi, la pluie se décale vers l'est, vers le sud, et de timides éclaircies reviendront à l'arrière, alors que le ciel restera relativement dégagé sur le pourtour méditerranéen. Merci de votre attention. Ce soir, 20h40, ce sera Isabelle Martinet. À bientôt. France 2 vous donne rendez-vous avec Société Générale, la GMF et France Télécom. Un an après leur défaite contre la France, les Springboks reviennent prendre leur revanche. Mais les Bleus ne l'entendent pas de cette oreille. Après leur super chelem dans le tournoi des 6 Nations 2002, les hommes de Bernard Laporte vont faire découvrir aux Sud-Africains la pelouse du Stade Vélodrome de Marseille. France, Afrique du Sud, le choc du premier test match en direct demain soir à 20h40 sur France 2. Point route, gagnez du temps en voiture. Avec Azur Assurance, bien sûr, c'est Azur.
Bonjour à tous. Eh bien oui, les prévisions de Bison Futé étaient plutôt optimistes pour le week-end du 11 novembre. Eh bien c'est du passé. Eh bien oui, les conditions météo étant ce qu'elles sont, les conditions de circulation se dégradent et ça pourrait bien très sérieusement compliquer la situation. Alors regardez, le conseil du jour c'est simple, quittez les grandes agglomérations dès que vous pouvez. Déjà entre 17 et 20 heures, qui est généralement la période la plus chargée, entre les chaussées mouillées et les plus persistantes, ce sera certainement pas brillant. Autre chose, notez les grands axes qui devraient être les plus touchés par les perturbations. C'est en direction de la Normandie, de la Bretagne, des Pays de Loire ou encore de la Méditerranée. C'est là qu'on devrait trouver le soleil. Donc attention au ralentissement sur la 13 et la 10 en sortie de Paris et sur la 7 au sud de Lyon. Et puis je vous parlais des conditions de circulation pas brillantes. Eh bien oui, il neige en montagne. Alors ça c'est bien pour les skieurs, mais beaucoup moins bien pour les automobilistes. Alors si vous devez aller en Savoie, sachez que les équipements spéciaux sont obligatoires, voire fortement recommandés pour les accès aux stations de Val d'Isère et de Tignes. Pour le franchissement du col de la Croix de Fer, attention, là c'est une interdiction. Le col du Galibier et du tunnel du Galibier sont complètement fermés à la circulation sur la départementale 902. Attention, dans les Pyrénées, c'est pas tellement mieux. Dans les Pyrénées-Orientales, si vous devez accéder en Cerdagne ou Cap-Cyr, il faut impérativement vous munir d'équipements spéciaux et ça même avant de passer Montlouis sur la nationale 116. Quant à l'accès en Andorre, eh bien notez que les nationales 20, 22 et 320, comme c'est écrit là, sont fermées à la circulation, dont l'accès en Andorre par l'Ariège est impossible. Les poids lourds, eux, sont complètement stockés dès Axe-les-Thermes et de nombreux cols sont fermés à la circulation. Je vous laisse les regarder et prévoir donc les équipements spéciaux en conséquence. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous retrouve ce soir après le journal de 20h. Au revoir. Point route avec Azur Assurance, bien sûr, c'est Azur. À quoi tu penses? Je pense pas, je m'emmerde. On dirait que tu penses quand tu t'emmerdes. Je pense, donc Le goût des autres, mardi soir sur France 2.